les mamans, non, faut laisser. Ok, donc on continue. On continue, c'est bon. Il écrit encore que l'internet est ça. Oh mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Ok, donc on va continuer pour dire que un scientifique suédois donc, explique que la vapeur d'eau et le gaz carbonique qui sont présents en faible quantité dans l'atmosphère jouent un rôle majeur dans l'équilibre climatique en exerçant un puissant effet protecteur contre la perte de chaleur par l'homme. Donc, vous voyez que tel que ça a été fait, cette petite quantité de CO2 et de H2, de vapeur d'eau dans l'atmosphère, avait un rôle majeur. Pour ouvrir la Terre, faire en sorte que la Terre soit. Voilà. Donc, lui, et c'est un scientifique qui a parlé. Mais là, c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Et donc, grâce à cet esprit de serre bénéfique, la température moyenne à la surface du globe est maintenue à un niveau compatible avec la vie. Et Arrhenius met en garde contre le développement de l'usage de combustibles fossiles, estimant qu'il devrait se traduire par une augmentation de la température moyenne de la Terre. Cette hypothèse n'a pas été prise au sérieux. Comme d'habitude, quand un scientifique devra dire certaines choses, il a même la réponse. Vous voyez. Donc, cependant, suite à ces mises en garde, les nations plutôt, ont engagé la lutte contre le changement climatique à travers plusieurs rencontres. Et cette séance donc va nous donner un résumé de ces rencontres. Et donc d'abord, on essaie de voir un peu de façon générale tout ce qui a été fait jusqu'à un certain temps. Et donc en 1827, on a la première description des gaz à effet de serre. En 1873, on a la fondation de l'Organisation météorologique internationale. Et à partir de cet instant-là, il y a un début d'observation météorologique qui est standardisé. Parce qu'avant, chaque pays pouvait faire ses mesures, ses choses, pour dire que bon, nous, on suit notre émission. Mais est-ce que c'est vrai? Imaginez certains pays qui n'ont jamais pu dire la vérité sur certaines choses. Si ce n'est pas standardisé, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ensuite, en 1900, on quitte 1800 et on arrive en 1967. Il y a les premières prévisions. 1967, ceux qui sont nés en 1967. Première. Il faut dire la chose à l'aide. Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on doit l'accepter? Il y a l'autorisation de mon âge. Bon, je ne sais pas. Maintenant, où est-ce que je vais faire ça? Il fait pas. Il demande à Madame Diouri. Je ne sais pas ce que je dois faire pour l'accepter. Généralement, quand on doit accepter quelqu'un, ça sent, on l'accepte. Sécurité. Il faut dire à Allah. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour voir. Madame, demandez à Madame Dioré comment elle. Madame Dioré. Madame Dioré.
Madame Dioré, Oui, comment vous avez fait pour vous connecter? Est-ce qu'on vous a, oui, oui. est-ce que la connexion là, on doit vous accepter d'abord? Ou Non, bien non. vous Je vous suis allée sur le cours Mhm. et Zoom 1 sur 4. C'est là que j'ai appuyé pour me connecter. Vous n'avez pas besoin Quand on va à la de plateforme. Non, on n'a pas besoin d'accepter. Ok, donc c'est pour ça que c'est pas un autre niveau. Bonsoir. Donc, monsieur Kofi, c'est pas un autre niveau. Donc, on continue pour dire que, donc, environ 12 ans après, donc, les premières prévisions d'un réchauffement planétaire sont faites donc en 1967. Et deux scientifiques prévoient donc le doublement de la concentration de CO2, c'est-à-dire de cette date 1967-là, au début du 20e, non, non, 21e siècle, et une élévation donc de la température moyenne de 2,5 degrés. Donc, vous voyez que ces études ont été quand même assez précises, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Elles ont été faites en 1967, et aujourd'hui, on voit quoi? On voit exactement ce que ces deux scientifiques ont dit. En 1979, donc, il y a la première conférence sur le climat à Genève. Et à cette conférence, il y a le lancement d'un programme de recherche mondiale confié à l'Organisation météorologique mondiale, au programme des Nations Unies pour l'environnement et au Conseil international des Nations Unies, des unions scientifiques. Donc, vous voyez que c'est vrai que ça a été peut-être au début ce que les scientifiques disaient. Les décideurs n'étaient pas trop en phase avec ces scientifiques, mais là, on voit que ça commence à intéresser les organisations internationales. Si vous n'êtes pas sur le coup, vous fermez vos écrans, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas sur le coup, vous fermez vos écrans. Madame, s'il vous plaît, on peut. Apprendre quoi? Mais comment est-ce que ça fait? C'est pas fait. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que je devais faire? Pardon? Comment parler? Là. Oui, c'est bon? Ça va sortir? Mais moi, je ne vois plus rien. Bon, madame, continue. C'est revenu. Écran nombreux. C'est bon? Oh, c'est bon? Madame Doré, vous voyez? C'est bon? Oui, oui, je vois. Ok. Oui, c'est bon. Ok, donc, depuis 1979, on voit que les organisations ou les programmes internationaux commencent à s'intéresser un peu à la recherche climatologique au niveau mondial. Et en 1985, on a la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Et donc, les États s'engagent à protéger la couche d'ozone et à coopérer scientifiquement afin d'améliorer la compréhension des processus atmosphériques. Cette convention ne tient aucun dispositif contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. Et donc, c'est à cette rencontre, c'est vrai, il n'y a pas de décision contraignante, mais les gens quand même arrivent à décider qu'il faut qu'on fasse d'autres réunions dans lesquelles on pourra prendre des décisions qui pourraient être plus contraignantes. Et en 1987, on a le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En 1988, on a la création du GIEC. En 1989, on a la deuxième conférence sur le climat à La Haye. Et là, les 12 États de la communauté
économique européenne s'engage à stabiliser leurs émissions de CO2 au niveau de 1990 d'ici à 2000. C'est-à-dire que on est en 1989 et la conférence se fait. Et donc, ils prennent la décision donc de dire que l'année prochaine, quand on va mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on va trouver là, on ne va pas dépasser ça. De 90 à 2000, ça fait combien d'années? Pendant les 10 ans, on ne va pas dépasser, on va stabiliser. Selon vous, quand ils disent qu'ils vont être comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le dire quoi? Non, ils vont stabiliser leur émission. Ça veut dire qu'ils ne vont plus augmenter leur émission de CO2, comment je vais dire ça? Le CO2 dans la... Comment ils vont faire pour que ça soit stable? Ils vont les arrêter dans le... Voilà. Soit ils vont réduire, soit ils vont faire quoi? Mais oui, en partant, stabiliser, c'est stagner. Mais en partant, ils ont dit ils vont réduire, par exemple, s'ils faisaient de l'agriculture avant, si, par exemple, il y a des gens, ils vont dire qu'en moyenne, il faut faire 10 hectares. Et puis, qu'est-ce qu'ils... Et puis, quoi encore? Un peu de production. Il faut diminuer la production. Les quoi? Les usines qui émettent beaucoup plus ils vont diminuer. Bon, si ils continuent de diminuer, est-ce qu'on va continuer? Hein? Bon, ils vont faire la même production. Les ressources renouvelables. Ils vont faire quoi? Ils vont privilégier les ressources renouvelables. Les énergies, des nouvelles techniques de production, des nouvelles techniques qui vont empêcher beaucoup d'émissions. Voilà. Donc, ils vont par exemple penser à faire quoi? À construire des voitures électriques et ainsi de suite. Voilà. Donc, ils vont changer. Voilà. Et donc, Mais madame, oui. en créant ces voitures électriques, est-ce que ça ne sera pas encore source d'autres sources de problèmes? Bon, on va avancer d'abord, on va revenir certainement sur ça. Ensuite, en 1990, on a la publication du premier rapport du GIEC. Ce rapport dresse le bilan des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles répercussions sur l'environnement, l'économie et la société. Ce rapport a servi de base scientifique à la Convention cadre sur le climat de Rio en 1992. Donc, en 1991, on a la première réunion du comité intergouvernemental de négociation. Parce que quand on va aux réunions quand on va à la COP, aux conférences sur le climat, il y a un groupe de négociateurs. Il y a des négociations qui vont se faire avec les États. Mais pour négocier avec quelqu'un, pour lui dire qu'il faut diminuer ceci, c'est que tu connais ce qu'il fait. Voilà. En 1992, on a le sommet de Rio. Ce sommet est un sommet important parce que ce sommet va voir la création de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la désertification et la Convention sur la biodiversité qui vont être ouvertes à signature. Et en 1994, la Convention cadre entre en action. Et on a la première COP, parce que les premières réunions sur le climat qui ont été faites jusqu'en 1995, on ne les a pas appelées COP, conférence des parties. Mais c'est celle de 1995 qui devient la première COP et qui se tient à Berlin. Et à cette COP-là, on adopte le principe des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je dis que peut-être COP 1, les États vont décider, qu'elles soient par exemple États unis pour des 20 tonnes de CO2, ils vont demander aux États-Unis
peut-être moins. Et demander aux autres États qui n'en puissent pas aussi de ne pas pleurer du tout. Et donc, c'est un peu ça. Donc, donc à cette réunion-là, ils vont adopter le principe. Ils adoptent le principe. Mais c'est comme si aujourd'hui nous faisons une réunion ici. Nous allons faire, par exemple, lorsque les étudiants ont fait une cérémonie de remise de diplôme. Voilà, la graduation. Voilà. Nous, ici, là, nous pouvons faire une réunion peut-être à Paris, cette année-là. Pensons à faire une cérémonie de graduation des étudiants de la famille. Nous avons émis l'idée. Mais est-ce que les directeurs et ses collaborateurs de l'université, est-ce qu'ils sont d'accord? Ils vont adopter le principe. Donc, ils vont aller aux autres réunions, insister pour que ce principe-là soit accepté. Voilà. Et donc, en 1996, il y a la création du secrétariat de la Convention cadre pour soutenir l'action de la Convention. Et on a, dans la même année, il y a la deuxième conférence des nations, disons la deuxième COP, qui se tient à Genève, en Suisse. En 1997, le premier sommet de la Terre s'est tenu à Rio. 5 ans après Rio, on a le deuxième sommet de la Terre et à ce niveau-là, on constate un désaccord entre l'Union européenne et les États-Unis sur la réduction des gaz à effet de serre. Vous voyez que déjà, une des années, nous venons de voir que l'Europe décide de faire déstabiliser, donc de ne plus émettre les Américains. Et donc, à cette réunion, les Européens vont, comment je vais dire ça, vont vouloir que tout le monde fasse comme eux. Mais les États-Unis ne vont pas. Et la même année, il y a la troisième COP sur les changements climatiques et il y a l'adoption du protocole de Kyoto. Donc, cette année 1997 est une année à retenir plutôt, parce que c'est là que les États sont parvenus à adopter un protocole aussi important que le protocole de Kyoto en termes de lutte contre les changements climatiques. Et en 1998, il y a la quatrième COP à Buenos Aires. Et à cette COP-là, il y a la confrontation entre les pays en développement plutôt et les pays industriels. Et donc, vous voyez que les pays en développement aussi vont défendre leur cause. En 2000, on a la 6e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à La Haye. Et là, on a la confrontation entre les États-Unis et ses alliés. Donc, ses alliés sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Donc, ce groupe-là est l'Union européenne. En 2001, on a les accords de Bonn et de Marrakech. Ils traduisent donc, ils vont traduire de façon juridique les règles de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Et donc, il y a la création d'un comité ad hoc d'observation. Donc, vous voyez que en 1997, le protocole a été adopté. Comme je vous l'ai dit ici, il a été adopté. Et nous avons resté là, je suis partie. Il faut que ça se mette en œuvre. Il faut que ça devienne pratique. Et donc, pour que ça devienne pratique, il faut aller tout doucement. Donc, ils vont écrire des tests, des règles juridiques. Parce que s'il n'y a pas un aspect juridique, la chose ne va pas de force. Et donc, il faut un comité pour pouvoir observer, pour pouvoir suivre. En 2005, Kyoto rentre donc en vigueur. Et en 2006, il y a un partenariat qui naît, c'est le partenariat de Sydney, partenariat Asie-Pacifique sur le développement et le climat.
Et dans la même année, on a la conférence de Nairobi qui fait une révision du protocole de Kyoto. En 2007, on a la création du Forum des économies majeures sur le changement climatique et on a aussi le plan d'action de Bali. Bali, c'est où? Je crois dans l'Indonésie. En 2008, on a la conférence de Poznan en Pologne. Et à cette conférence, cette COP, il y a l'adoption du paquet énergie-climat par le Conseil européen. En 2009, on a l'accord de Copenhague. Cet accord de Copenhague, ne pas de cette rencontre de Copenhague, quand vous tapez ça, vous voyez que à cette conférence, tout était mélangé. Les désaccords étaient grands. En 2010, il y a eu les accords de Cancun. Ensuite, il y a eu les accords de Durban en Afrique du Sud. En 2012, il y a eu les accords de Doha et le prolongement de Kyoto en 2020. Et donc, c'est au sommet de la Terre dit Rio plus 20. En 2013, on a le sommet de Varsovie, la COP19, donc qui met des balises pour négocier un accord mondial en 2015 à Paris. En 2014, au sommet de Lima, on ouvre la voie de façon partielle vers un accord global en 2015 à Paris. Et donc, en 2015, il y aura le sommet de Paris. Et il y a eu encore quoi? En 2015, nous sommes en 2023. Jusqu'en 2022, il y a eu des rencontres sur le climat. Et il y a eu aussi des discussions très intéressantes qui ont été prises. Donc, on va développer tout ça dans la dernière partie. Voilà. Et donc, voici un peu ça. C'est un peu le tour. C'est pour dire que les États ne s'asseyent pas. Chaque année, pratiquement. Depuis la première COP, chaque année, pratiquement, les États, les décideurs, les scientifiques font se rencontrent pour essayer de voir ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions, pour essayer de sauver la Terre. Et donc, on va parler un peu ici, on va décrire un peu ces choses-là. Et donc, en 1992, les pays ont joint un traité international qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, son objectif, c'est de mener des actions pour réduire le changement global et faire face à toute hausse inévitable des températures. Pourquoi ici on met inévitable? Si c'est inévitable, ça veut dire qu'on sait que ça va arriver. Et donc, si on sait que ça va arriver, et puis on sait ce qu'on va faire, pourquoi on le fait? C'est la vraie question. Et donc, pourquoi on ne le fait pas? Il y a les intérêts en chute. C'est ça. Parce que vous voyez, même pour lancer, on peut interdire par exemple les lancements dans l'espace. Parce que quand on lance, vous voyez, tout ce qui est déjà dit. Mais est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible parce que les autres, vous allez faire, nous on peut lancer. Et même encore ceux qui ont lancé, puisque ce qu'on lance a une durée de vie. Vous regardez combien de Landsat a été créé. De Landsat, je ne sais pas si je dois dire, un ou on est à Landsat combien ici? 8. Donc, ça évolue. Ça évolue. Et donc, la convention cadre est un cadre pour les gouvernements de rassembler et diffuser les informations sur les gaz à effet de serre, sur les différentes politiques nationales et sur les meilleures mises en œuvre. C'est aussi le cadre pour les gouvernements plutôt, de mettre en œuvre les stratégies nationales pour faire face aux émissions de gaz à effet de serre
et s'adapter aux impacts prévus, y compris la mise à disposition de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement. Toujours. Pour nous, là, c'est pour nous l'assister. C'est aussi de leur permettre de coopérer pour se préparer à l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Donc, vous voyez que ici, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le cadre institutionnel où tout doit se faire pour qu'on puisse arriver à quoi? À stabiliser la température de la Terre. Donc, tout ce que les États font, toutes ces informations-là doivent être rassemblées. Les informations sur les gaz à effet de serre, sur la politique nationale de développement. Parce que si vous voulez vous développer sur la base du charbon, il y a un problème. Et puis aussi les meilleures mises en pratique. Comment est-ce que l'Europe fait pour pouvoir stabiliser, par exemple, ces émissions de gaz à effet de serre? Il faut que ça soit partagé. Donc, il faut un cadre. Et donc, la Convention cadre est un cadre vraiment institutionnel important en termes de lutte contre les changements climatiques. Et en 1995, les négociations ont débuté pour renforcer la réponse au changement climatique et 2 ans plus tard, le protocole de Kyoto est adopté. Le protocole entre en vigueur le 16 février 2005 et il contient des mesures plus fortes, légalement contraignantes pour les pays développés. Les pays développés. Et la première période de contraintes a commencé en 2008 pour se terminer en 2012. À la COP17, à Durban en 2011, les gouvernements des parties au protocole de Kyoto ont décidé qu'une deuxième période de contraintes débutant en 2012 serait mise en place à la fin de la première période de contraintes. La première période devait finir en 2012. Et donc, à partir de 2012, la deuxième période de contraintes devait commencer. Il reste donc à définir la durée de cette période, qui peut aller jusqu'à 8 ans, peut-être même dépasser. Donc, de 2012, sur de 2012, on va jusqu'à 2020. Ça fait 8 ans. Voilà. Donc, les pays ont convenu de la poursuite des travaux de la plateforme du BAN pour une action renforcée qui vise un double objectif. L'adoption à Paris d'un protocole. Donc, normalement, à Paris, il devait y avoir un autre protocole qui puisse remplacer par le protocole de Kyoto. Un autre instrument juridique applicable à toutes les parties et applicable à partir de 2020. Donc, en 2015, ce protocole devait être adopté et commencer à être appliqué aux États à partir de 2020. On va voir si ça a été fait. Et d'autre part, donc, le rehaussement donc, du niveau d'ambition des efforts d'atténuation avant 2020. Donc, ici, normalement, à Paris, à Lima, en 2013, ça avait été décidé, ça avait été demandé à chaque État de faire des études et de montrer, d'évaluer leurs possibilités de réduction de gaz à effet de serre dans chaque domaine. Donc, chaque État, normalement, avant d'arriver à Paris, y compris la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire à montrer ou à vulgariser, à vulgariser comment je vais dire, les efforts de contribution, de diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ce sont des efforts, ce n'est pas de venir dire dans la bouche,
c'est mesurable, c'est chiffré. Et donc, la réponse au changement climatique passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2010, les gouvernements se sont mis d'accord sur le fait que les émissions doivent diminuer afin que l'augmentation de la température globale ne dépasse pas 2 degrés Celsius. Actuellement, il y a plusieurs parties à la Convention. Le secrétariat de la Convention cadre apporte son soutien à toutes les institutions impliquées dans les négociations sur les changements climatiques, plus particulièrement la COP, les organes subsidiaires et le bureau de la COP. Et donc, ce que nous venons de voir, c'est un peu un résumé de tout ce qui s'est passé de façon générale. On va essayer d'entrer un peu dans les détails. Et donc, en 1957, dans les premières mesures systématiques du CO2, le gaz carbonique donc, a été mesuré. Et donc, vous voyez, vous savez, c'est depuis 1800 combien? C'est plus c'est 85 que les scientifiques ont commencé à attirer l'attention des décideurs sur cette affaire de présence de CO2 dans l'atmosphère qui, si ça augmentait, ça allait provoquer un changement majeur. Et donc, il a fallu attendre donc 1956 pour qu'un scientifique américain, Gilbert Plas, reprenne cet argument d'un réchauffement climatique dont l'homme serait responsable. Et en 1957, pour voir débuter les premières, dont il fallait attendre aussi en 1957 pour voir débuter les premières mesures systématiques de CO2 à Hawaï et à Alaska. Donc vous voyez que depuis 1800 combien, on a attendu pratiquement un siècle, presque un siècle, pour commencer à faire des mesures réelles. Donc, il fallait aussi développer des appareils. Il fallait beaucoup de choses. Et donc, en 1967, deux scientifiques prédisent un doublement de la concentration de CO2 d'ici en 1967, au début du 21e siècle, et une élévation de la température moyenne de l'ordre de 2,5 degrés. En février 1979, on a la première conférence mondiale sur le climat qui marque le début de la mobilisation scientifique. Une première conférence des Nations Unies sur l'environnement est organisée en juin 1972 à Stockholm, mais il faudra attendre la première conférence nationale sur le climat en 1979 pour voir une assemblée scientifique internationale mettre en garde contre les changements climatiques. La déclaration adoptée par les participants appelle tous les gouvernements plutôt, tous les gouvernements à prévenir celles des conséquences possibles de l'action de l'homme sur le climat qui pourrait nuire au bien-être de l'humanité. Donc, vous voyez là, ce n'est plus un scientifique ou deux scientifiques qui vont parler, mais beaucoup de scientifiques et ce n'est pas seulement les scientifiques des États-Unis, bien de la France. Voilà. Et un programme mondial de recherche sur le climat est alors mis en œuvre sous la responsabilité de l'Organisation météorologique mondiale, du Conseil international des unions scientifiques et du programme et du PNUD. En 1997, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, nommée par les Nations Unies en 1983, est présidée par Madame Gros, publie dans son rapport Our Common Future. Ce rapport est à l'origine donc de la popularisation du concept de développement soutenable dans la communauté internationale. Donc, le développement soutenable, comment on appelle ça aujourd'hui? Le développement durable. Et donc, en 1987, on a le protocole de Montréal, qui est relatif donc à des substances
appauvrissant la couche d'ozone. Donc, les États parties prennent la décision d'interdire la production et l'utilisation des CFC. Vous avez vu, quand on a parlé des changements climatiques, on a parlé de CFC, les chlorofluorocarbone, responsables donc de l'amincissement plutôt de la couche d'ozone jusqu'à l'an 2000. Normalement, on est en 2000 combien? 23. Donc, depuis 2000, on ne peut plus voir. Non, depuis 2000, puisque on est en 1987 et les États prennent l'engagement d'interdire. Donc, si on a interdit, ça veut dire que normalement, jusqu'à 2000, l'an 2000, on ne devait plus les utiliser, on ne devait plus les produire. Hein? Mon jeune, il faut te lever un peu. Il faut boire de l'eau. Et donc, dès la deuxième conférence des parties au protocole de Montréal, qui s'est tenue donc à Londres en juin 1992, les États se sont entendus pour renforcer progressivement le dispositif de protection de la couche d'ozone. C'est ainsi qu'à l'occasion donc des différentes conférences et réunions des parties, ils ont adopté plusieurs ajustements techniques qui aboutissent à modifier le calendrier de réduction des substances déjà réglementées par le protocole et à faire 4 amendements, c'est-à-dire l'amendement de Londres en 1990, l'amendement de Copenhague en 1992, l'amendement de Vienne en 1995 et l'amendement de Montréal en 1997 et même aussi à Pékin, qui ont progressivement élargi le champ d'application du protocole, notamment en y intégrant de nouvelles substances comme le bromure de méthyle et les HCFC pour les derniers. Donc, vous voyez que ces amendements qui ont été faits, c'est juste pour que, parce que vous connaissez l'humain, on veut dire, il faut fermer ton portable. Il vient d'arriver dans ton ordinateur. Et donc, lorsqu'on nous dit, je dis de fermer, quand on nous dit, passe ici, nous devons la passer là-bas. Je viens d'arriver tout en bas. Pardon? Je retourne. Alors, les choses les plus bas. On va là où il y a tu viens avec elle, tu vas commencer à descendre. Si tu ne te sens pas bien, tu restes à la maison. Ou bien, est-ce qu'on va ouvrir la maison? On va ouvrir la maison. Tu ne te sens pas bien, change des choses. Tu vas partir, tu vas lever 2 minutes encore, tu vas partir à la maison. Et donc, tous ces amendements, comme je le disais, vont permettre qu'on puisse mettre en œuvre le protocole de Montréal en lui intégrant de nouveaux gaz à effet de serre que nous allons produire. Parce que lorsqu'on nous interdit de faire ceci, on trouve d'autres techniques. Tout à l'heure, il était en train de dire, mais avec ces voitures électriques, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres problèmes? Il peut y avoir d'autres problèmes, mais pour le moment, on sait que c'est ça qui peut aider à réduire un peu les combustibles par rapport aux énergies fossiles. Donc, et on se rend compte qu'il y a d'autres choses encore. Donc, chaque fois, il faut faire pour qu'on puisse prendre en compte tous ces nouveaux gaz. En 1988, donc, c'est une année importante à retenir dans la création du GIEC. Donc, à l'occasion de la conférence de Toronto, organisée en juin 1988 sous l'égide du PNUE et de l'OMM, la communauté scientifique alerte les responsables politiques. Et on arrive donc à l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir stabiliser la concentration atmosphérique de CO2 avec pour premier objectif à l'échelle mondiale de réduire les émissions de CO2 d'environ 20%
de leur valeur, c'est-à-dire de 1998 là, à l'année 2005. Vous voyez que on parlait de réduction. Moi, je pense que c'est la première fois maintenant qu'on voit une valeur, ou disons un pourcentage. Et c'est là, donc, les quotas de carbone, d'émissions dont on avait parlé, les quotas vont commencer donc à faire leur apparition dans le langage scientifique et politique. Donc, là, c'est clair qu'il faut réduire les émissions de gaz de CO2 d'environ 20% de leur valeur de 88. Donc, si en 86, tu émettais par exemple, un État A émettait par exemple, c'est un exemple comme ça que je prends, 70 000 équivalents de CO2 ou bien 1000 parties pour 1000 CO2 dans l'atmosphère, on lui demande, c'est-à-dire de 88 jusqu'à 2005, on doit voir que la fait des efforts et qu'il y a eu une réduction de 20%. Voilà. Donc, à Toronto, le PNUE et l'OMM décident donc de mettre en place un organisme scientifique intergouvernemental pour suivre le problème du réchauffement climatique. Le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, donc, en anglais IPCC, a été donc créé. Donc, vous voyez, c'est très important parce que quand on dit à un État, tu dois réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%, ça veut dire quoi? Qui peut suivre ça? Il faut des scientifiques. Mais il faut des scientifiques à qui on donne un certain pouvoir. Vous et moi, quand bien même nous sommes scientifiques, on ne peut pas se lever pour aller mettre notre bouche, pour parler comme les Ivoiriens dans les affaires des États-Unis. Voilà. Mais une délégation du GIEC peut chercher à les rencontrer pour aller parler de ces choses-là, soit à New York ou bien à Fontenay jours là-bas, ou bien même les faire déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu la COP de la dégradation des terres à COP5? Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Et donc, le GIEC a pour mission d'évaluer l'information scientifique sur les changements climatiques, leurs impacts et les mesures de prévention et d'adaptation envisagées. Un premier rapport d'évaluation du GIEC, et donc, bon, là, on est en 1988, donc bon, on parle comme si ce n'est pas encore fait, mais nous savons que ça a été fait. Mais un premier rapport donc, a été publié dès 1990, suivi de divers documents complémentaires les années suivantes. Et il y a le deuxième rapport d'évaluation qui a été approuvé en 1995. Et donc, le GIEC est un espace de confrontation des savoirs scientifiques. Mais le travail des experts qui en font partie reste étroitement contrôlé par les gouvernements à qui il appartient de donner leur approbation par rapport leur approbation au rapport rédigé par les groupes, par les différents groupes de travail institués. Donc, ça se dit, c'est pas partout. Même si ici au Canada, nous faisons des découvertes scientifiques intéressantes et importantes pour le développement. Tant que le gouvernement voilà, ne dit pas que, OK, nous allons le faire et qu'ils ne prennent pas des discussions politiques et juridiques pour la mise en œuvre de la chose. Ça ne réalise pas. Ça ne réalise pas. Et donc, parlant des rapports du GIEC, il y a principalement 4 types de rapports que le GIEC produit. Il y a les rapports d'évaluation, il y a les rapports spéciaux, il y a les rapports méthodologiques et il y a les rapports techniques. Donc, ceux qui vont aller en deuxième session, ce sont des questions. Oui, parce que la reine ne va pas t'expliquer. Donc, chacun de ces rapports contient un résumé à l'intention des décideurs, publié dans toutes les langues officielles des Nations Unies, et faisant le point sur les connaissances relatives aux questions traitées en des termes accessibles aux profanes. Et donc, parlant de rapports d'évaluation, ces rapports donc, vont fournir des informations scientifiques, techniques et socio-économiques
sur les changements climatiques, leurs causes, leurs incidences et leurs mesures qui pourraient être prises pour et les mesures plutôt qui pourraient être prises pour y faire face. Le GIEC a publié 5 rapports de ce type. 90, 95, 2001, 2007 et 2014. Je pense qu'il y a un ou deux autres rapports qui ont été publiés. Oui. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a des statistiques qui existent contre le taux d'émission de gaz à effet de serre par pays? Oui. Est-ce qu'il y a des mais ça, c'est une question. Naturellement, il suffit de prendre le pays, de prendre un point dans le pays et associer son taux d'émission, aller sur ADIS, bon, vous savez si bien le faire, créer les champs et puis élaborer une classe avec une méthode d'interpolation. Si c'est ça seulement, même en Côte d'Ivoire, ici, tu peux prendre plusieurs villes. Si les mesures de CO2 étaient, disons, le processus, parce que c'est quelque chose de très spécifique qu'il faut vraiment surveiller. Si on peut le faire, on le fait, et puis si nous c'est quelque chose vous faites n'importe quel américain, c'est pris. Vous dites, voilà, les grandes villes, districts, si on a des appareillages, et qu'on peut mesurer quelque chose. C'est comme si on mesurait la hauteur du et il y a les rapports spéciaux qui fournissent, vous voyez qu'il y a une différence entre le contenu pour chacun de ces rapports. Si on a tout simplement le rapport du chef, on dit qu'il y a 4 types parce que l'information, le type d'information dans ces rapports n'est pas le même. Les rapports spéciaux fournissent une évaluation relative à une question précise. À une question précise. Par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose de particulier qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport au changement. Des scientifiques, par exemple, un rapport spécifique sur le recul des frais de port au niveau de l'océan. Ils vont faire cette étude-là. Ils vont avoir les résultats spécifiques. Donc, le rapport a publié GIEC plutôt, a publié plusieurs rapports spéciaux, parmi lesquels on peut citer les incidences de l'évolution du climat sur les régions, l'aviation et l'atmosphère planétaire, les scénarios d'émission, l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, la fixation et le stockage du dioxyde de carbone, la préservation de la couche d'ozone et du système climatique planétaire, questions relatives aux hydrocarbures et aux hydrofluorocarbures et aux hydrocarbures perfluorés. Il y a beaucoup de rapports de ce genre. Les rapports méthodologiques qui décrivent les méthodes et les pratiques en matière d'inventaire des émissions nationales de gaz à effet de serre, utilisées par les parties de la Convention cadre pour établir leur communication nationale. Les nouvelles lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ont été publiées. Donc, comme je vous disais, il faut organiser les choses. N'importe qui, des fois, on voit quelques barriques des voitures, c'est ingénieux. Je vais dire, imaginez que chacun, eux et tout le monde, fabriquer des appareils de mesure de gaz à effet de serre. Mais si on s'en va présenter sur la table, ça peut être bon. Hein? Ils vont chercher certaines normes. Généralement, beaucoup de choses ne sont pas trop. Certaines normes, mais ça marche. Est-ce que c'est tout? Et donc,
Et ils vont poser toutes ces questions. Donc, pour recueillir toutes ces choses au sein du GIEC, ils vont développer. Comment mettre? Peut-être que j'ai parlé un peu de, il y a des structures, il y a des outils qui vont fabriquer ces choses-là. On sait que c'est déjà selon les normes. Si vous avez tout bien savoir. Voilà. Donc, voici, les choses ne se font pas n'importe comment en fait. Tout est plus ou moins dans un cadre harmonisé. Pour que, quand tu dis que j'ai émis ou bien j'ai réduit mon émission de carbone dans l'atmosphère de 2%, tout le monde est d'accord sur ça. Et donc, au niveau des rapports méthodologiques, le GIEC a publié les recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les pratiques recommandées pour l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et de la foresterie, le rapport sur les définitions et les options méthodologiques en ce qui concerne les inventaires des émissions résultant de la dégradation des forêts et de la disparition d'autres types de végétation directement liés aux activités humaines. Donc, vous voyez que c'est vraiment du, comment je vais dire ça, c'est du spécifique. Et c'est bien contrôlé. Et enfin, on a les rapports techniques qui fournissent des avis scientifiques plutôt ou techniques sur les termes précis et qui sont fondés donc sur les éléments d'information figurant dans les rapports du GIEC. Donc, plusieurs rapports de ce type ont été faits. Dans les techniques, les politiques et mesures d'atténuation des changements climatiques, la stabilité. OK. On continue. Monsieur Kofi, vous nous entendez? Vous voyez l'écran? Monsieur Kofi, vous nous entendez? Madame Doré. Moi, l'écran n'est pas. Je vous entends, mais l'écran n'est pas partagé. OK. Je vous entends, mais l'écran n'est pas partagé. Bien noté. C'est bon? C'est partagé maintenant? Vous voyez l'écran? Pas encore. Pas encore. Double. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, oui, on voit. Mais... Oui, on voit. OK. OK. Donc, on continue. On continue. Non, c'est bon. Et donc, on continue. Et donc, il y a plusieurs rapports techniques qui ont été donc vulgarisés. Et les rapports, par exemple, sur les changements climatiques et autres. Il y a des gens ici qui doivent travailler sur changement climatique et quoi? Santé et biodiversité. Toutes ces choses-là. Bon,
je sais que ceux qui ont des yeux ont déjà vu. Voilà. Et donc, on continue. Et donc, après donc, la création du GIEC, le premier rapport du GIEC donc, sort en 1990 et dresse le bilan des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles répercussions sur l'environnement, l'économie et la société. Donc, il confirme les informations scientifiques sur lesquelles étaient fondées les préoccupations relatives à l'évolution du climat. Ce rapport, donc, a servi de base scientifique à la Convention cadre sur le climat à Rio et il a amené l'Assemblée générale des Nations unies à décider d'élaborer donc une convention cadre sur les changements climatiques qui est entrée en vigueur en 1994. En 1990, on a le Conseil énergie environnement de Luxembourg. Donc, il fait la précision donc sur la mobilisation internationale contre les changements climatiques. Et donc, en octobre 1990, à l'occasion donc du Conseil énergie environnement de Luxembourg, les ministres de l'environnement des 12 pays de la communauté européenne s'engagent à stabiliser leurs émissions de CO2 au niveau de 90 d'ici l'an 2000. Donc, ce qu'on avait vu en résumé, si on donne un peu plus de précision. Donc, ici, il est question de 12 pays de la communauté européenne. Ceux qui veulent voir ce pays, c'est pays et puis d'échapper le Conseil énergie environnement de Luxembourg. Vous verrez les pays qui sont concernés. Et en novembre 1990, on a la deuxième conférence mondiale sur le climat. Et qui est un pas décisif au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Donc, à cette conférence, s'appuyant sur les conclusions du premier rapport du GIEC, rapport d'évaluation, la déclaration finale confirme que l'évolution du climat constitue une préoccupation commune de l'humanité et préconise donc l'instauration d'une convention internationale sur les changements climatiques dont les principes directeurs sont fixés. Et en décembre 1990, on a la création du comité intergouvernemental de négociation et donc qui permet de rédiger une convention avant la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de juin 1980. Donc, c'est comme si les États, ça se fait étape par étape, parce que c'est des États. Même dans une famille, lorsque le père veut prendre des décisions majeures, est-ce qu'il se lève comme ça un jour, la paix, madame, et puis les enfants, et puis il leur dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, on ne mangera plus à midi. C'est un exemple. Est-ce que ça peut passer? Ça ne passera pas. D'abord, il va négocier. Madame va dire, comment les enfants vont faire? Ensuite, il va négocier avec les enfants en présence de madame, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu de cette façon-là, parce que il y a des États qui ont, on peut dire qu'il y a un certain droit de veto. Donc, si tu ne sais pas les approcher, et que ces États-là, quand ces États sortent de la négociation, ça devient compliqué. Donc, vous allez par là. Et donc, en 1991, en octobre, on a la création du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. C'est un mécanisme financier issu d'une proposition formulée en 1989 par la France, la Banque mondiale, le PNUD et le PNUD. L'objectif de ce mécanisme financier est d'aider donc les pays en développement à s'attaquer à 4 grands problèmes relatifs à l'environnement mondial.
le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, la pollution des eaux internationales et l'appauvrissement de la couche d'eau d'homme. Donc, mise en place et financée et contrôlée par les pays développés en prévision du sommet de Rio, le FEM joue un rôle central dans les transferts de fonds mis en place dans le cadre de la Convention au profit des pays en développement. Initialement doté d'une enveloppe de 1,3 milliard de dollars pour une phase pilote de 3 ans, il a été restructuré et vu ses ressources financières reconstituées en 1994. Vous voyez que côté financier, côté politique, côté scientifique, tout le monde est interpellé, tout le monde est impliqué dans la lutte contre les changements climatiques. Oui. Après, Après le sommet de quoi? Je crois que c'est après Kyoto. Parce que c'est après Kyoto que les quotas d'émissions sont devenus effectifs. Il y a eu des affaires du marché du carbone. Donc, à partir du marché du carbone, on a plus tu émets, tu es obligé de venir payer ou bien développer des projets dans un pays qui ne vient pas. Donc là, c'est comme ça, tu pollues, tu payes. Ouais. Mais si tu as des informations par rapport à ça, tu dis, si à partir de Rio, là, il y a eu... Parce que le truc est vaste, tu as des informations de fois en préparant le cours, tu peux voir, à deux cours, tu peux pas voir. Donc, si tu as une information comme ça, tu dis ça ici, tu n'as pas ça. Mais je sais qu'à partir du protocole de Kyoto, là, c'est devenu officiel. Le pollueur paye. Ok. Tu n'es plus malade. Non, il ne faut plus dire ça. Je suis toujours malade. C'est des risques. Voilà. Continue. Par rapport à ces pays qui sont en voie de développement, En développement. Oui, en voie de développement. Ok. Vous-même, s'atteler à répondre à quelques critères que vous avez ici. Aujourd'hui, vu tous les gens qui disent qu'il y a des quelques critères par rapport au sommet quand après le sommet de il y a quelques critères que ces pays en voie de développement doivent s'atteler à réalité. pourquoi pas? Pour réduire Le pays en voie de développement. Moi, j'ai dit ça. Pays en voie de développement. c'est ce que j'ai. Après Rio. C'est maintenant même qu'on va parler de Rio en détail. C'est pour ça que voilà, sommet de la Terre à Rio. Bon, attends qu'on finisse cette partie-là. Et puis, si on n'a pas besoin de Et donc, 131 chefs d'État vont se réunir donc à Rio et adoptent l'agenda 21. Liste de 2500 recommandations d'action pour le 21e siècle. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est ouverte à signature. Et cette convention cadre donc impose aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre celui-ci, lutter contre le changement climatique, bien sûr, et fixe un objectif ultime défini par son article 2. Stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation humaine dangereuse du système climatique, et ce, dans un délai suffisant pour que l'adaptation au changement climatique des écosystèmes et des sociétés humaines soit possible. Donc, vous voyez que ça, on demande donc à cette convention
à ce sommet de la Terre, on demande aux États, surtout les États industrialisés, de stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, essentiellement. Et cela devrait se faire dans un délai assez bref pour que la température de la Terre Et donc, l'article 4 de la Convention fixe un certain nombre d'engagements communs à toutes les parties à la Convention. Publier régulièrement les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, adopter des programmes nationaux et mettre en œuvre des mesures de convention et d'adaptation au changement climatique. Et donc, après sa ratification, par combien de pays? 5 États, 50 plutôt États. La Convention est entrée en vigueur, la Convention cadre, en mars 1994. Elle est universelle. Elle est ratifiée actuellement par combien? Au moins 194 pays et la communauté européenne. Les pays développés, les pays en transition et la communauté européenne donc, qui vont constituer l'annexe 1. Si vous allez sur Internet, que vous cliquez sur la convention cadre, vous allez voir les pays annexes, les pays, l'annexe 1 à la convention, donc qui sont constitués de pays développés, de pays en transition. Vous allez voir leur nom et les pays européens s'engagent donc à adopter des politiques et des mesures afin de stabiliser d'ici l'an 2000 leurs émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 90. Donc, eux, ils sont dans leur logique, ils veulent stabiliser. Et les pays développés et la communauté européenne de l'annexe 2 à la Convention, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent à financer les coûts encourus par les pays en développement pour respecter leur engagement. Donc, vous voyez d'où ça vient cette affaire du commerce. Ça commence à venir. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore, hein, tu vois, ce n'est pas encore effectif. Mais on voit déjà la tendance qui est là. Il y a des États qui ne veulent faire aucun effort de réduction ou même de stabilisation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils veulent continuer de mettre et puis venir payer. C'est comme s'ils veulent faire une. C'est-à-dire, moi, je continue de mettre, et puis toi, tu ne mets pas, et puis je viens payer. Donc, et c'est tout ça qui va les amener à arriver au niveau du protocole de cette affaire de commerce de carbone. Donc, entrée en vigueur donc en mars 1994, la Convention cadre est la première tentative dans le cadre de l'ONU de mieux cerner ce qu'est le changement climatique et comment y remédier. Elle reconnaît donc 3 grands principes, et ça c'est très important. Le principe de précaution, le principe de responsabilité commune mais différenciée, et le principe du droit au développement. Donc, le principe de précaution parle de quoi? Donc, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Donc, il faut être très prudent. S'il y a quelque chose qui se passe ici et qu'on n'a pas de certitude, on peut faire appel à l'expertise et autres. Il faut faire quelque chose, il faut toujours adopter des mesures pour éviter la dégradation de l'environnement. Principe de responsabilité commune mais différenciée. Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leur société exerce sur l'environnement mondial et les techniques et des ressources financières dont ils disposent. Et donc ici, c'est vrai, l'environnement mondial est en train de où le réchauffement est global. Mais est-ce que nous sommes tous responsables? Est-ce que nous devons agir de la sorte? Non. Celui qui pollue plus va devoir prendre plus de dispositions et de dispositifs pour pouvoir réduire ou stabiliser. Ensuite, on a le principe du droit au développement. La Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement énonce des exigences essentielles comme suit. Faire de l'individu le sujet central du développement, l'individu. Assurer une participation libre et active et utile. Garantir la non-discrimination. Répartir équitablement les bénéfices du développement. Ensuite, respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles, la souveraineté des États. Le tout dans un processus qui fait progresser l'exercice des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc, vous voyez que c'est un peu comme du genre, tous les États ont le droit au développement. Mais on doit faire attention. C'est pas porter atteinte à l'environnement terrestre. Donc, la lutte contre les changements climatiques commence avec les premières mesures systématiques du CO2 en 1957. Cette lutte timide est passée par la mise en place du GIEC, du mécanisme financier comme le FEM et de la Convention cadre au sommet de Rio. Elle commence à se donner des bases solides. À partir de Rio, la lutte contre les changements climatiques s'appelle très sérieuse. Oui. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, bon, j'ai dit qu'il faut, si par exemple une entreprise pollue, elle doit payer. Moi, je n'ai rien dit de cela encore. J'ai dit que l'idée a été émise. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? L'idée a été émise. Là où nous sommes arrivés là. Mais rien d'effectif a été fait encore. Pour que quelqu'un vienne payer quelque chose sur quelqu'un. Là où nous sommes arrivés dans le cours. Toi, tu ne vois pas. Hein? Non, oui. Est-ce que juste là, j'ai dit que quelqu'un va payer quelque chose? J'ai dit les idées sont énormes. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est prêt à s'arrêter, mais il y a un groupe qui dit eux, ils veulent aider le développement de l'autre. Est-ce que j'ai déjà dit que quelqu'un va payer quelque chose? Là, à cette étape, non, pas encore. Oui. C'est concernant la production. Bon, il y a cela, ils ont écouté sur les gestions des gaz. Et ils parlent des Nations Unies sur l'environnement, où le premier ministre indien a dit que les gens veulent qu'on stand la pollution. Mais eux ne peuvent pas. Parce que les pays développés sont pollués jusqu'à être développés. Et nous aussi, que les pays attendent, les autres pays, les pays développés attendent, eux, ils polluent aussi jusqu'à arriver à leur niveau. Et puis, bon, tout le monde va stagner. Ça, c'est une des problématiques majeures de la lutte contre le changement. Parce qu'on a l'impression que nous qui ne sommes pas encore que eux, ils sont arrivés à un certain niveau en polluant, bien sûr. Et si on est là aujourd'hui, c'est eux. Et puis là, on nous dit non,
C'est l'affaire de tous. Tout le monde doit faire des efforts. Et donc, il y a beaucoup d'États qui sont un peu comme l'Inde. Et je pense même que toute l'année passée, le Premier ministre a obtenu, quand on va voir la COP 17, ça a obtenu quelque chose d'important. Au lieu de parler de trait d'énergie fossile, il a obtenu la notion de diminution. Je pense que c'est de cela que tu peux. Ils veulent diminuer de façon progressive, mais ils ne veulent pas arrêter un peu. Donc, voici un peu, ça c'est la problématique de la lutte contre le changement climatique. Les intérêts en jeu, les intérêts de développement. Que chaque État veut se développer. Et souvent, je prends l'exemple d'une maman qui autrefois a été prostituée et qui aujourd'hui parle à ça. Donc, on peut comprendre. Sa fille peut ne pas comprendre. Elle essaie de quoi elle parle. Donc, la maman peut dire à la fille, s'il te plaît, peut-être, moi, je me suis prostituée parce que je voulais avoir, peut-être, je voulais avoir ceci, je voulais avoir ça. Mais j'ai vu, aujourd'hui, au soir, je me rends compte qu'il n'y a rien dans ça. Donc, toi, ne passant par le même chemin que moi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein? C'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que l'enfant a une grande vision pour voir comme c'était la maman? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser forcément le charbon? Donc, ce sont des choses que les États essaient des problèmes qu'ils essaient de régler. Parce qu'il faut faire comprendre, nous, par exemple, tu vas nous dire, je peux faire des trucs pour te parler de ça. C'est un exemple que je prends. Même à Bigan, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, par exemple, dans certains quartiers, qui aiment utiliser le charbon. Il y a des gens qui vous disent que c'est quand on prépare la sauce bien sur le charbon que c'est. Oui. Et il y a des gens qui vous disent, mais vous voyez la sauce bien sur le gaz, ça va finir le gaz. Mais moi, je fais un calcul simple. La bouteille de gaz, c'est autour de 2500 dans 6 000. Le charbon de 200 francs aujourd'hui. Ça ne peut pas payer, ça ne peut pas faire que une nourriture du genre, oui, des sauces dans une famille modeste. Donc, il faut payer le charbon 500. Faisons un calcul. Si on fait 500 par jour, ça fait 15 000, ça fait la bouteille de gaz combien de fois? Vous voyez la bêtise. On peut me dire qu'à cause des explosions de gaz, comme il y a beaucoup d'enfants, on est peut-être dans une partie là, je peux comprendre. Mais on dit que dans ce cas, parce que chaque bouteille, on ne peut pas payer. Avant 200, ça pouvait faire une chose, mais aujourd'hui, il faut 500. Donc, vous voyez que ceux qui utilisent par exemple le charbon, mais c'est fait exprès. C'est pour les amener à utiliser par exemple le gaz. C'est un exemple que je prends. Mais on continue. Voilà. Donc, c'est beaucoup de problématiques. C'est ça que je trouve. Parce que c'est vrai que ce n'est pas technique. Vous voyez qu'en termes de thématique, il y a beaucoup de choses. Et tous les secteurs d'activité qui sont touchés par les changements. Tous les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre doivent toucher tous ces secteurs. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Donc, mon petit, pour le moment, je n'ai pas encore parlé de quelqu'un doit payer, ou bien des cas où une structure priveuse doit payer. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous continuez de nous voir? Madame Dioré, vous nous voyez? Monsieur Kofi? Oui, on vous voit. Vous avez des questions? On a fini la première partie du cours, on va commencer la deuxième. On vous voit. On vous voit. Ok. On va se donner 5 minutes où on va se lever un peu. Hein? Parce que dans l'après-midi. Donc, on se donne 5 minutes de pause et puis on revient. D'accord.